Donc, mon nom est Eliane. J'ai un doctorat en terminologie. Je suis chargée de cours à l'Université de Montréal et je suis travailleuse autonome dans ma propre entreprise de traduction. C'est faux. Je ne suis pas tout ça. Mon nom est Eliane, ça c'est vrai, c'est un bon point de départ. En fait, la vérité, c'est que j'ai une maîtrise en traduction avec une spécialité en terminologie. Je suis ex-rédactrice technique, traductrice, Scrum Master, coach agile, gestionnaire d'équipe produit et aujourd'hui, je suis gestionnaire en développement logiciel et pour une première fois, conférencière à l'Agile Tour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre la première diapo et la deuxième, il n'y a rien de pareil. Hein? Tout est différent. En fait, ça, c'est mon... Est-ce que le son fonctionne encore? Oui, OK, c'est bon, parfait. Je ne m'entendais plus. Ça, c'est ce que je résumerais comme étant mon parcours de carrière jusqu'à maintenant. Un peu n'importe quoi. Plein de défis que j'ai rencontrés, plein d'opportunités aussi que j'ai vues, auxquelles je me suis intéressée, auxquelles je me suis intriguée. J'ai commencé en quelque part, je suis rendue en quelque part d'autre. Puis, en fait, ma philosophie par rapport à la carrière, par rapport au développement professionnel, c'est où je suis aujourd'hui n'est pas garant de où je serai demain. Donc, aujourd'hui, je me plais dans mon rôle, j'aime ça, j'apprends. Est-ce que ça sera la même chose dans 5 ans? On verra bien rendu là. En ce moment, je n'ai pas la réponse à ces questions-là et j'ai arrêté de me faire des scénarios comme ça à long terme parce que, en fait, la première diapositive, si vous m'aviez demandé, voilà une dizaine d'années, où est-ce que tu vois ta carrière aller? Bien, c'est la réponse de la première diapositive que je vous aurais donnée. Et ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc, on va continuer un peu. OK, là, attends, là, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe, coudonc? Les bulles qui apparaissent. Ah, OK, je sais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la présentation. Ça, là, c'est ma petite voix intérieure qui me parle. Tu sais, là, la voix fatigante là, qui est tout le temps en arrière et qui essaye de te saboter. Bien, j'ai décidé de l'intégrer à ma présentation aujourd'hui pour essayer de vous démontrer un peu comment ça s'est passé, moi, dans mon développement de carrière. Comment j'ai essayé de m'apprivoiser cette voie-là de mindset qui, des fois, me disait que je n'étais pas capable, que je ne pouvais pas le faire, ou même comment est-ce que j'ai préparé la présentation. Parce que, oui, il y a des moments de doute au fur et à mesure de la présentation. Donc, on va essayer d'y parler à cette voix-là et de comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Premier commentaire qui est apparu, ouf, tu as étudié 5 ans dans un domaine où tu as seulement travaillé 2 ans, mais quel échec. Oui, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, un très gros investissement de temps et d'argent pour finalement travailler très peu dans ce domaine-là qui ne me convenait pas du tout. Mais au final, si je prends un pas de recul, je peux dire que mon parcours, il m'est unique, il m'est propre, et si je n'avais pas passé par tout ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, je pense que c'est correct. J'aurais pu le voir comme un échec au début, mais ce n'est pas. Ensuite, ouf, tu ne maîtrises pas parfaitement un sujet avant de le présenter au Agile Tour. Comment oses-tu? Ben oui, parce que moi, aujourd'hui, je me présente pas comme une professionnelle, une experte qui connaît tout, mais plutôt comme une passionnée de l'agilité, une passionnée de développement professionnel et personnel, et pas nécessairement quelqu'un qui répond à toutes les questions, mais quelqu'un qui a envie de partager son expérience, qui a envie de partager ses connaissances. C'est vrai que je ne connais pas tout, ça prend une première, puis ben, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de le faire. Et je me dis que dans un contexte comme l'Agile Tour, ben pourquoi pas, on a un bon public pour comprendre ça justement, ce désir-là de partager, d'apprendre et d'échanger avant tout, et que c'est correct si par exemple dans la période des questions, il y a 1 ou 2 trucs que je ne suis pas 100% à l'aise de répondre, on ira chercher la réponse ensemble, après ça va. Un petit disclaimer aussi que je vais vous faire, je parle beaucoup le franglais. Vous le remarquez, même dans le titre de la présentation, moitié anglais, moitié français. Je vais mettre pas mal d'anglicisme dans ma présentation. Excusez-moi à l'avance, c'est ma façon de parler naturellement. Si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une conférence sur le growth mindset et sur le développement de carrière? En fait, ça me vient d'une observation que j'ai faite durant les dernières années dans mon cercle d'amis proches. J'avais beaucoup de conversations avec des amis qui m'entouraient et je remarquais, dans le fond, qu'ils n'étaient pas heureux
dans leur carrière. Ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient, ils se sentaient un peu pris au piège, ils ne savaient pas quoi faire pour se sortir de cette situation-là. Puis moi, j'étais là, puis écoute, j'avais des opportunités, je changeais de poste quasiment constamment. Puis les commentaires que j'avais, c'est « Oui, mais Eliane, c'est facile pour toi. » Puis j'étais comme « Mais c'est pas facile pour moi. Pourquoi est-ce que les gens pensent ça, que j'ai une facilité à aller vers des nouveaux défis? À chaque fois, c'est extrêmement difficile de se retrouver dans une posture de débutant. » Puis, je répète, ces personnes-là avec qui j'avais des conversations dans mon cercle, c'est des personnes que j'estime beaucoup et que moi, je crois, qui ont des compétences qui sont exceptionnelles et qui pourraient réussir dans n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce que ces personnes-là restaient dans des situations vraiment où, limite, elles se sentaient prisonnières dans leur rôle et ne voyaient pas quelle issue il pouvait y avoir pour être plus heureux au travail? Puis, je me suis intéressée à ça un peu et j'ai trouvé une partie de ma réponse dans la notion de mindset que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, mindset, qu'est-ce que c'est? Une petite image pour qu'on commence tous à la même place, qu'on ait une définition commune. C'est probablement une image que vous avez déjà vue. D'ailleurs, c'est tiré de ce livre-là ici, Mindset, de Carol S. Dweck. C'est un livre qui est paru en 2006. Puis je tenais à mettre l'image parce que c'est là un peu qu'on a commencé à parler de mindset. Puis, on va se dire aujourd'hui, mindset, growth tout court, c'est rendu un peu des buzzwords. Ça peut être utilisé dans vraiment beaucoup de contextes différemment. Fait que je me suis dit, partons vraiment de la source, d'où est-ce que ça a commencé tout ça, cette histoire de mindset, pour être certain qu'on parle des mêmes concepts, qu'on parle le même langage pendant la durée de la conférence. Donc, première chose que vous remarquerez sur l'image, c'est les deux têtes qui sont opposées. Donc, le growth mindset est souvent présenté en opposition au fixed mindset. Je vais revenir plus tard au fixed mindset parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer plus sur la partie growth. Mais on va quand même y toucher au fur et à mesure de la présentation. Donc, growth mindset, c'est la croyance, dans le fond, que notre intelligence peut être développée. Et le fixed mindset, dans le fond, c'est la croyance que l'intelligence est plutôt d'un côté statique. Et qu'est-ce qui rentre dans les différentes composantes des mindsets? Eh bien, on a la notion de challenge, on a la notion d'obstacle, d'effort, de critique et du succès des autres. Donc, tout comment est-ce qu'on va réagir, dans le fond, à ces différentes composantes-là. Oh! Une autre petite bulle qui apparaît, ma petite voix qui arrive. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette fois-ci? Ton idée de conférence, c'est pas vraiment original, ça repose sur un livre que tout le monde peut lire. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue qu'au moment de soumettre ma proposition en juin. J'ai réfléchi, puis j'étais comme, hey, une conférence, ça serait cool, mais parler de quoi? Puis j'étais vraiment dans cette découverte-là, puis ça me fascinait complètement. Puis je disais, est-ce que c'est légitime vraiment de me présenter avec un sujet comme ça devant des dizaines de personnes? Mais moi, j'ai décidé que oui. J'ai décidé que oui, puis que je pouvais le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui a envie de lire des livres. C'est pas tout le monde nécessairement qui a le temps de lire des livres. C'est pas tout le monde non plus qui connaît l'étendue des ressources disponibles, parce qu'il y en a tellement, mais moi, je les connais pas toutes. Puis au final, oui, même si je parle de certains concepts fondamentaux qui sont écrits dans ce livre-là, ben, je viens rajouter une touche personnelle, je viens rajouter un peu mon expérience de moi, qui je suis, qui, je pense, pourrait rajouter une dynamique quand même intéressante à la présentation. Donc, moi, c'est ce que j'ai à lui répondre à cette petite voix-là qui me dit « T'es-tu vraiment sûr que tu veux faire une conférence là-dessus? » On revient au growth mindset. Donc, le growth mindset, c'est la croyance que nos compétences, que notre intelligence peut être développée grâce aux défis, aux obstacles qu'on rencontre, tout en mettant de l'effort, en incorporant la critique constructive et en s'inspirant du succès des autres. Et une note importante à prendre, les personnes qui ont un growth mindset ont plus tendance à développer leur plein potentiel. Donc, voici la définition sur laquelle je me suis basée pour faire la conférence. Bon, ma voix qui revient tout de suite, elle ne m'a pas donné une longue pause cette fois-ci. Yes, c'est une diapo que tu peux lire, tu devrais en mettre plus, ça va faciliter ta présentation. Ah ouais, hein? Première fois qu'on donne une présentation comme ça devant tout le monde, on essaie de se trouver des trucs pour ne pas avoir de blanc, pour être sûr de bien réussir. Quoi de plus facile que mettre des phrases toutes faites et lire une présentation? C'est tentant, mais c'est plate, hein?
c'est plate quand quelqu'un est en avant puis lit des phrases sur un PowerPoint. Fait que, regarde, oui, c'est la voie facile de faire ça, mais en même temps, je pense que ça va être plus dynamique, ça va être plus le fun si je mets du contenu qui est un peu différent de ce que je dis. Je ne m'empêcherai pas de mettre des phrases, mais quand même, on va mettre un petit effort de plus, on va pratiquer plus de fois, puis je pense qu'au final, ça va donner une meilleure expérience que si je mets des blocs de texte partout. On continue. Une des premières questions qui est posée par rapport au mindset, c'est un peu ça vient d'où? Est-ce que c'est un comportement qui est inné ou c'est un comportement qui est acquis? Puis, la réponse qui serait avancée dans le livre, c'est en fait que c'est un comportement qui est acquis. Acquis de où? De notre environnement. Et en fait, un des premiers environnements qui va nous conditionner dans notre vie, c'est quoi? C'est l'école. Donc, tout le monde ici, je suppose, a eu un parcours scolaire de plusieurs années. Puis, j'aimerais qu'on réfléchisse un instant. Quand on était jeune, je parle du 8-10 ans à peu près. Si vous pensez à quelqu'un qui était dans votre classe, tu sais, là, quelqu'un là, qui avait toujours 20 sur 20 dans ses dictées, quelqu'un qui réussissait tout le temps bien ses examens, quelqu'un qui finissait tout le temps les travaux avant les autres. Pensez à cette personne-là. Puis là, essayez de vous imaginer où est-ce que cette personne est rendue aujourd'hui. Est-ce que cette personne-là, c'est la personne que vous connaissez qui a la carrière la plus exceptionnelle que vous avez jamais vue? Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Tout ça pour dire que l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui va venir nous conditionner. Puis en fait, l'approche du mindset veut qu'on ne sait pas où est-ce que des années d'effort, des années de passion peuvent nous mener quand on travaille vraiment fort à développer une compétence. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le premier de classe, il a moins bien réussi dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il a eu de la difficulté à incorporer justement cette notion-là d'effort très tôt dans sa vie. Puis quand il est arrivé des obstacles, il ne savait pas comment réagir. Et au contraire, peut-être que la personne qui avait plus de difficultés en classe, puis que dès un jeune âge, a commencé à mettre des efforts pour surmonter des obstacles et se trouver beaucoup de stratégies, mais cette personne-là, peut-être qu'elle est allée plus loin parce que justement, elle s'est développée un mindset qui était différent. Donc, mindset, quelque chose qui est acquis. Puis on va se le dire, un comportement acquis, c'est difficile à défaire. C'est difficile à défaire, surtout quand on l'acquiert dès le plus jeune âge. Donc, à quel âge est-ce que vous pensez que le comportement, le mindset apparaît? C'était une question pour vous. Ouais. Ouais, fait quand même assez jeune. Puis, il y a une étude qui a été citée dans le livre que je trouvais fort intéressante, qui, en fait, ça a été fait sur des enfants. Donc, les enfants, pour faire le test, voir s'il y avait cette notion de mindset-là, ils ont donné des casse-têtes. Puis, devant les casse-têtes, en fait, l'exercice, c'était simplement de donner un casse-tête, et plus le temps passait, plus ils donnaient des casse-têtes qui étaient difficiles, jusqu'à un moment donné où l'enfant était plus capable de faire le casse-tête. Et devant ce challenge-là, en fait, il y a eu 2 types de réactions de la part des enfants. La première, ça a été les enfants qui ont arrêté un certain type de puzzle, celui qui était capable de compléter. Donc, dès que ça venait trop compliqué, eux, ils arrêtaient cela. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient réussir le casse-tête, ils voulaient prouver qu'ils étaient capables de le faire. Et d'un autre côté, on a eu une autre réaction des enfants qui, eux, au contraire, voulaient faire toutes les casse-têtes, ils voulaient toutes les essayer, puis ils voulaient vraiment trouver du plaisir dans le challenge. Ils voulaient comprendre qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas, pourquoi c'était si difficile. Donc, eux, leur sentiment de satisfaction venait d'autres choses, elle venait des défis. Donc, cette notion de mindset-là qu'on acquiert vient dès que l'enfant est capable de s'auto-évaluer, très jeune. Je parlais de l'école. C'est difficile de partir dans la vie avec un growth mindset. Pourquoi? Parce qu'à l'école, souvent, on est conditionné à 2 choses. Soit à réussir ou à échouer. Donc, quand on reçoit les bulletins, quand on est jeune, qu'est-ce que ça nous dit? Nous, on veut réussir, on veut passer les examens. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas échouer. Et dans la notion d'échec, il y a une certaine finalité. Tu ne le sais pas, tu n'es pas capable, tu ne l'as pas eu.
Alors, tout ce qu'on veut faire, nous, c'est prouver qu'on a acquis la compétence. Pas facile de développer un growth mindset dans ces conditions-là. Je tenais à faire une petite parenthèse ici, parce qu'il donne aussi un exemple intéressant d'une école où ils ont remplacé la notion d'échec par la notion de not yet, pas encore. Donc, au lieu de dire « tu n'as pas réussi », dans le bulletin, c'est écrit « not yet ». Pourquoi? Pour dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas la compétence, mais peut-être que demain, tu l'auras. Donc, il suffit d'y travailler pour y arriver et tu peux le faire. Et on met beaucoup plus l'accent sur le parcours, sur le cheminement pour arriver à l'atteinte de la compétence versus la finalité. Donc, je trouvais ça quand même intéressant comme anecdote. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Te rappelles-tu de la fois où tu as fait semblant d'être malade pendant un examen parce que tu ne savais pas comment répondre à une question? Y en a-tu d'autres qui ont déjà fait comme moi ici, que je ne me sente pas tout seul? Ouais, OK, merci, en arrière. Merci. Oui, ça m'est arrivé. Tu sais, la personne là, qui veut être le top of class, qui veut vraiment performer, qui veut que les profs soient fiers d'elle. Moi, j'ai tombé dans ce piège-là très jeune et je peux vous dire que le jour où je suis arrivée à l'université et que j'ai eu une très mauvaise note, ce que je ne croyais pas être possible, ça m'a remis les choses en perspective. Peut-être qu'il ne faut pas que je prenne les choses pour acquis dans la vie, puis peut-être qu'il faut que je mette un petit peu d'effort puis que je me force là-dedans. Fait que ça a été un bel apprentissage. Parlant de moi, un petit peu de mon expérience, j'aimerais vous partager une anecdote sur une des transitions de carrière que j'ai faites quand, dans le fond, j'ai passé du rôle de rédactrice technique à un rôle de Scrum Master. Donc, un piège avec le fixed mindset, c'est que des fois, on peut regarder notre environnement ou des conditions autour de notre environnement et croire que ce sont des choses qui nous sont intrinsèques, ce sont des traits de personnalité qui nous sont propres. Donc, on va aller un petit peu dans le stéréotype. Mais si on pense rédactrice, traductrice, on pense à quoi? On pense à un travail qui est solitaire. Quelqu'un qui est toujours devant son ordi, pas vraiment présent dans les réunions d'équipe, fait ses affaires dans son coin, fini, that's it. Fait que le jour où mon entreprise a décidé de faire un virage agile, puis que le rôle de Scrum Master est sorti, il m'a dit « Hey, Eliane, t'aurais-tu un intérêt pour ça? » Non. Pourquoi moi, je serais Scrum Master? Moi, là, je parle pas au monde. Je fais pas vraiment de rencontres d'équipe. Jamais que je me mets devant des gens pour faire des présentations ou faciliter des rencontres. C'est pas moi, ça. Mais est-ce que vraiment c'était pas moi? Ou c'était ce que mon environnement m'avait appris à cause de mon cadre de travail? Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé d'essayer ce défi-là. Une chose que je peux vous assurer, c'est que les premières fois que j'ai facilité des rencontres, les premières rétrospectives que j'ai animées, je pense pas que c'était bon. Je vous le dis. D'après moi, c'était pas ma meilleure performance, mais j'ai aimé ça. Et c'est là la différence parce que j'ai vraiment trippé d'être avec un groupe, j'ai vraiment trippé de voir un impact direct que je pourrais avoir sur les gens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai persévéré là-dedans et j'ai mis de l'effort pour essayer de développer des compétences que je n'avais pas avant. Mais là, je vais défaire un mythe tout de suite. Je vous parle de cette expérience-là. Ça a peut-être l'air un peu facile, mais je suis zéro dans le Superwoman ici. Pourquoi? Parce qu'autour de moi, en fait, j'avais un réseau extraordinaire pour m'appuyer dans cette transition-là. Et ça a fait toute la différence. Fait que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est peut-être, regardez, elle a fait plein de transitions de poste, elle a essayé plein de choses, c'est cool, mais j'ai toujours eu des gens en arrière de moi pour me backer. Donc, quand je faisais mes premières rétrospectives, mes premières rencontres, c'était pas très bon, mais c'était pas grave. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient devant moi, j'avais mon safe space. Ils savaient que j'étais dans une posture de débutante, ils savaient à quoi s'attendre, donc il n'y avait pas de jugement de leur part. En plus de ce safe space-là, j'avais aussi une super belle communauté pour m'entourer, j'avais des mentors aussi qui étaient là pour me donner du feedback, pour m'appuyer, pour me former. Donc derrière ce travail-là se cache vraiment une belle communauté aussi qui peut aider à propulser des succès. Bon, cette merveilleuse voix qui revient encore, qu'est-ce qu'elle nous dit ici?
Tu as vraiment l'air de te penser bonne avec cette dernière intervention. Là, wow, OK. On va mettre quelque chose au clair. Je parle de certaines transitions de poste. Je parle, oui, peut-être des succès que j'ai eus dans ma carrière, mais ce n'est pas ça le message que je veux passer. Là, je viens de parler de l'importance d'avoir un réseau, puis je veux que ça soit clair, que les gens sachent que ça ne se fait pas tout seul, que tu as besoin de monde pour t'appuyer là-dedans. Fait que moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est vraiment ça, c'est qu'un succès, ça peut se construire à plusieurs, même si c'est de toi que ça part, même si l'intention initiale vient de toi. Fait que moi, je ne pense pas que c'est ça qui va être retenu de cette intervention-là. Je vous parlais du mythe que je n'étais pas Superwoman, donc j'ai décidé de vous mettre quelques mythes ici qui entourent le growth mindset pour qu'on le définisse un peu mieux ensemble. Donc, le mythe numéro 1, le growth mindset est seulement basé sur l'effort. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Bien, si vous vous rappelez seulement de la diapositive du début avec les 2 têtes, il y avait plusieurs autres facteurs dans le milieu, comme la critique constructive, comme le succès des autres qui venaient. Et si on pense un instant à une équipe de sport, peu importe c'est quoi le sport, oui, c'est important quand ces personnes-là se présentent, quand cette équipe-là se présente sur le terrain, de mettre 100% d'effort pour gagner la partie. Mais s'ils mettent que l'effort, est-ce qu'ils vont gagner? Non. Pourquoi? Parce que l'adversaire va connaître leur stratégie à l'avance. Fait que si tu fais juste mettre du manpower là-dedans, puis que tu n'adaptes pas ta stratégie, tu n'iras nulle part. Donc, tu sais, le fameux inspect and adapt qu'on parle en agilité, c'est très important aussi dans ce mindset-là de l'avoir, parce que si ce que tu fais ne fonctionne pas, ben, il faut savoir le changer et l'adapter en cours de route. Ensuite, mythe numéro 2, le growth mindset, c'est d'être ouvert d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est bien, mais contrairement au premier mythe, là, il nous manque la notion d'effort. Donc, c'est bien d'être ouvert aux nouvelles idées, c'est bien de vouloir explorer des nouvelles choses, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Il nous manque un petit peu d'action ici dans ce mythe-là. Le troisième, le growth mindset, c'est de croire qu'on peut tout faire. Celui-là, je me suis demandé comment est-ce que j'allais l'expliquer, parce qu'au début, j'ai bien dit qu'avec des années d'efforts, de passion, on ne sait pas ce qu'on peut accomplir. Mais en fait, derrière ce mythe-là se cache la notion de choix. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un de très bonne en musique. En fait, je ne connais rien en musique. Si demain, je décide que je veux apprendre à jouer du piano, ben, ça veut dire que je décide de ne pas apprendre à jouer du violon. Il y a une notion de choix conscient aussi qui se fait dans les développements de compétences qu'on fait, que si on va mettre de l'effort sur quelque chose, mais il y a certainement quelque chose d'autre à côté qu'on ne fera pas. Fait que de faire ce choix conscient-là. Et aussi, ce qui se cache derrière ce mythe, c'est peut-être une notion de complaisance aussi. Parce que imaginez si vous êtes dans une posture dans laquelle vous n'êtes pas confortable, si vous êtes dans un poste que vous n'aimez pas, mais tout le temps vous vous dites, c'est pas grave, si je veux changer, je peux changer. Si je veux changer, je vais changer. OK? Mais à quel moment est-ce que c'est assez? À quel moment est-ce qu'on décide de faire le mouvement puis d'oser? Donc, faire attention des fois à cette phrase-là, justement, pour ne pas se complaire dans la situation qu'on est. Ensuite, le mythe numéro 4, on est l'un ou l'autre des mindsets. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Si on était constamment dans le growth mindset, on serait épuisé. C'est clair, parce qu'on serait juste dans une notion de surperformance. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple personnel où, moi, dans ma vie, j'ai décidé consciemment d'être dans un fixed mindset et je crois que ça m'a été bénéfique. C'est quand, en fait, je suis retournée au travail après mon congé de maternité. Je peux vous dire que je n'étais pas à la recherche d'un nouvel emploi, de nouveaux défis. C'est pas là que me serait venue l'idée de faire une conférence à l'Agile Tour. Pourquoi? Parce que j'étais en recherche d'équilibre. Cette conciliation-là, travail-famille, je ne l'avais jamais vécue avant. Donc, c'était primordial pour moi de la trouver avant de me lancer dans quelque chose d'autre. Et avec du recul, thank God que je ne l'ai pas fait, sinon je me serais brûlée. Donc, le fixed mindset, des fois, il peut nous servir. Okay? Ce n'est pas nécessairement un ennemi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir quand le laisser aller, quand cette croyance-là ne nous sert plus. Donc, aujourd'hui, je pense que je suis à un endroit où je suis capable de dire j'ai quand même trouvé une bonne conciliation travail-famille. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme défi?
Parlant de défis, quelque chose qui peut nous aider à tendre vers le growth mindset, bien, peut-être que certains d'entre vous me voient venir, c'est de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, une comparaison en fait, que j'ai entendue, qui m'a beaucoup parlé, que je trouvais très imagée, bien, c'était les mises en production. Donc, mise en production. Scénario hypothétique, je ne sais pas si certains d'entre vous vont se retrouver là-dedans. Est-ce que c'est déjà arrivé de travailler dans un endroit où les mises en production, bien, ça n'arrive pas souvent. C'est long, c'est risqué. On ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Puis, ben, à tout moment, qu'est-ce qui peut se passer? Bien, ça peut péter. Hein? Je ne sais pas vous, moi, j'en ai déjà vu des mises en production comme ça où tout était sur le hold le jour qu'on savait qu'on en faisait une. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on arrêtait de faire des mises en production? Est-ce qu'on s'empêchait d'en faire? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait cette croyance-là que la nouvelle version qu'on allait livrer au client, ben, elle avait plus de valeur. Que ce soit en réduisant les bugs, que ce soit en incorporant des nouvelles fonctionnalités, il y avait cette notion-là de valeur qu'on voulait faire. Fait que même si ce processus était pénible, mais on voulait quand même sortir des nouvelles versions. Et en fait, c'est la même chose pour la zone de confort. C'est moins on le fait, plus c'est pénible. Mais plus on va le faire, plus ça va être facile. Fait que ta mise en production, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais il va falloir que tu essaies de la dérisquer. Il va peut-être falloir que tu regardes au niveau de tes tests, ton QA. Il va peut-être falloir que tu regardes tes outils aussi. Bien, peut-être que tu vas avoir besoin des consultants, des spécialistes pour venir t'aider, mais au final, tu vas travailler sur le processus. Pourquoi? Pour faire des mises en production qui sont plus efficaces, qui sont moins risquées et qu'on arrête d'avoir peur à chaque fois qu'on en fait une. Et c'est exactement la même chose à faire avec la zone de confort. J'arrive ici sur des questions à se poser sur son environnement de travail. Donc ça, j'appelle ça ma section boîte à outils de la conférence. Donc plutôt, je parlais de l'environnement comme étant une des premières choses qui va nous conditionner. Donc ça, c'est des questions que j'ai mises, que vous pouvez vous poser pour voir, bien, est-ce que mon environnement de travail en ce moment est propice à ce que je développe un growth mindset, moi ou mes collègues de travail? Donc, première question, est-ce que mes collègues font preuve de jugement envers moi? Est-ce qu'ils m'aident à me développer? Et vous pouvez vous poser la même question envers vous. Vous, est-ce que ça vous arrive parfois de juger vos collègues de travail? Est-ce que vous aidez vos collègues à se développer? Qu'est-ce qui arrive quand vous voyez quelqu'un qui a un besoin? Qu'est-ce qui arrive quand vous voyez quelqu'un qui bénéficierait peut-être d'une connaissance que vous avez et que cette personne-là n'a pas? Ensuite, comment est-ce que vous vous comportez envers vos collègues? Est-ce que vous retenez parfois de l'information pour essayer de maintenir un certain statut? Est-ce que vos collègues super performants vous font peur? On sait des fois c'est qui les collègues super performants, là, ceux qui sont sur les projets top, qui sont tout le temps sur les premières priorités de l'entreprise. Ben, est-ce que vous vous entourez de ces personnes-là? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être que ça vous fait un petit peu peur parce que peut-être que vous avez le sentiment qu'ils vont vous outshiner dans certains projets? L'information que vous avez, est-ce que vous la partagez? Ou des fois, d'avoir certaines informations, ça peut nous faire sentir, je ne sais pas, un petit peu plus important, un petit peu plus valorisé dans notre travail. Est-ce qu'on a une culture d'élitisme? Est-ce que la communication est ouverte et le travail d'équipe mis de l'avant? Donc, pensez aux projets sur lesquels vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous travaillez en équipe? Si vous travaillez en équipe, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est facile de travailler avec vos collègues? Est-ce que vous sentez que vous pouvez tout leur dire ouvertement en étant vous-même? Culture d'élitisme. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui ont les gros projets? Les mêmes personnes vers qui on sent que les opportunités vont? Est-ce que tout le monde a une chance égale de pouvoir participer à n'importe quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de groupthink? Donc, le groupthink en soi, peut-être une conférence, mais le groupthink est un phénomène, dans le fond, qu'on peut voir apparaître quand il y a peu de sécurité psychologique, dans le fond, dans un groupe, et où la voix dominante va venir prendre toute la place dans le groupe.
Donc, les gens ne seront pas nécessairement d'accord, mais il va y avoir un consensus. Pourquoi? Parce que personne ne sera à l'aise de nommer, de dire son opinion. Donc, quand vous êtes dans des rencontres, est-ce que ça arrive des fois de partir en disant comme « Je n'étais pas d'accord, j'aurais peut-être dû dire de quoi, mais je ne le sentais pas, je n'étais pas à l'aise pour le faire. » Est-ce que tout a été dit quand on ferme le meeting? OK, ma petite voix, ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas vue, elle. Ouais, je me rappelle d'une certaine fois où tu te sentais vraiment privilégié d'être ami avec un VP. Ah ouais. La partie, là, retenir de l'information, cela me parle. J'ai une expérience personnelle par rapport à ça. Avant la pandémie, quand tout le monde mangeait en présentiel, dînait en présentiel, je me rappelle d'un VP qui, lui, venait s'asseoir avec n'importe qui à la cafétéria pour manger. Puis quand il venait s'asseoir avec moi, je me sentais hot. Je me sentais cool. Pourquoi? Parce que moi, écoute, employé, premier niveau, écoute, j'ai l'attention d'un VP. Il veut me dire, il me considère, je trouvais ça nice. Puis il venait me parler de ses projets, de qu'est-ce qui se passait. Hey, j'ai de l'information que les autres n'ont pas, là. Mais à un moment donné, vous savez quoi, ce que je me suis rendu compte? En fait, c'était une stratégie de communication qu'il y avait. Fait qu'au lieu de seulement passer de l'information dans des temps dans des rencontres stratégiques où c'était en top-down, il venait répéter un peu la même information, mais à tout le monde, à tous les employés, mais juste de manière individuelle pour que le mot circule, parce qu'il s'était rendu compte, lui, que ça marchait mieux de communiquer comme ça plutôt que de communiquer dans des temps d'ordre. Fait que quand je me suis rendu compte de ça, j'étais comme, ouais, ton information privilégiée, elle n'était pas tant privilégiée que ça, finalement, hein? Maintenant, j'ai parlé d'environnement. Question à se poser en situation de leadership. Donc, les questions suivantes, on peut les interpréter de 3 façons. Donc, ça peut être vous par rapport à votre patron, la relation que vous avez. Ça peut être vous si vous êtes en situation de leadership, en situation de gestion. Et ça peut être vous tout court dans votre poste, parce que je crois que dans n'importe quel poste, on peut avoir du leadership, on peut avoir de l'impact. C'est juste que ça va se traduire différemment selon où on est. Donc, est-ce que je juge la situation de la personne ou je suis intéressée par son développement? Hein? Tantôt, on parlait de quelqu'un qui a fait une erreur. Comment on réagit par rapport à cette erreur-là? On se dit, ah ben là, c'est un peu niaiseux, qu'est-ce qu'elle vient de faire? On se dit, hey, peut-être qu'il lui manquait des connaissances à ce niveau-là pour ne pas faire cette erreur-là. Est-ce qu'on s'assure, dans le fond, que la personne est bien outillée pour ne pas répéter cette erreur-là? Comment est-ce qu'on utilise la reconnaissance? Est-ce qu'on valorise la réussite du premier coup ou le processus d'apprentissage? La reconnaissance, là, elle va vers qui dans l'organisation? Est-ce qu'elle va toujours vers les mêmes personnes? Si oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes reçoivent plus de reconnaissance que d'autres? Qu'est-ce qui arrive aussi si, admettons, vous avez des objectifs d'équipe ou des objectifs corporatifs? Est-ce qu'on souligne juste la réussite à la fin de l'année, une fois qu'on dit « yes, on a atteint nos chiffres », est-ce qu'on souligne tout le chemin, tout le travail qui a été fait pour se rendre jusque-là? Puis qu'est-ce qui arrive si on ne réussit pas à atteindre nos chiffres? Est-ce que tout ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, puis on ne le souligne pas? Est-ce que vous donnez du feedback constructif qui est exempt de jugement? Le feedback aussi, ça pourrait être une conférence en soi, celle-là. Puis par expérience aussi, c'est pas la chose la plus facile à donner. C'est pas la chose la plus facile non plus à coacher les gens à donner. Donc, quand vous donnez du feedback, est-ce que c'est du feedback objectif? Vraiment basé sur les faits. Petit truc d'ailleurs, si vous n'êtes pas certain que ce l'est, prenez un step back. Attendez juste un instant avant de le donner, d'être certain que, premièrement, les intentions sont bonnes derrière ce feedback-là que vous voulez donner et que c'est vraiment basé sur les faits dans le but que la personne s'améliore. Quels sont les objectifs individuels des gens avec qui vous travaillez ou quels sont vos objectifs individuels à vous? En avez-vous? J'ai travaillé à plein d'endroits où les objectifs individuels,
ça n'existait pas. Il n'y avait pas vraiment de développement conscient des compétences des employés. Puis si vous avez des objectifs individuels, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce que c'est basé sur des chiffres, sur des performances d'équipe? Est-ce que vous en avez qui sont basés sur votre développement de compétences, sur votre développement à vous? Puis là, celui-là, petite précision, oui, des objectifs individuels basés sur les compétences dans les entreprises, ça se peut. S'assurer qu'ils soient en adéquation avec les objectifs d'entreprise, avec les objectifs de l'équipe aussi. Hein? Parce que si on arrive avec un objectif individuel, justement, d'apprendre le piano dans l'équipe, je ne sais pas ça va être quoi la réaction du gestionnaire ou de vos collègues en disant « Moi, je veux travailler ça ». Regardez peut-être plutôt quelles compétences il manque dans votre équipe ou quelles compétences est-ce qu'il y a juste une personne qui possède, puis peut-être aller la chercher vous aussi. Hein? Réduire le fameux boss factor. Comment est-ce que vous voyez les employés qui sont moins performants? Est-ce que vous les traitez différemment des top performers? Hein, on parlait tantôt des personnes qui excellent dans leur travail, qui sont super bons. Comment on interagit avec ces personnes-là versus ceux qu'on pense qui sont pas bons, qui font pas un bon travail? Est-ce que ça arrive des fois à se questionner sur pourquoi cette personne-là, justement, n'est pas capable de réussir au plein potentiel, n'est pas capable d'aller dans les attentes du travail? Est-ce qu'on s'intéresse peut-être à la situation? Hein? Peut-être que la personne est en train de traverser un moment difficile, peut-être que ce n'est pas un moment optimal pour cette personne-là, mais comment moi est-ce que je peux faire pour l'aider, pour justement l'amener à être un top performer dans l'organisation? Quand vous pensez à la réussite de votre équipe, pensez-vous aussi à votre réussite personnelle, à votre réputation? Donc, si mon équipe échoue, c'est moi qui échoue. Mais si mon équipe gagne, c'est moi qui gagne. Hein? Si je m'attribue peut-être un peu le succès des autres dans certaines situations. Donc, comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Un autre petit truc aussi que je n'ai pas écrit sur la diapo, mais si jamais vous êtes dans une posture pour justement mettre des objectifs pour des équipes, pour des gens, pensez tout de même à mettre des standards élevés. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir des faux objectifs. Je pense par exemple à un service à la clientèle où on veut, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un score de 95% de satisfaction des clients parce que c'est la norme du marché. Mais on ne va pas se dire, nous, 60%, là, ça va le faire. Il ne faut pas baisser nos attentes. Il faut quand même garder nos standards élevés parce que la réussite, l'atteinte, ça va être encore plus gratifiant une fois qu'on va l'avoir, cet objectif-là. Donc, essayez vraiment d'y aller dans des gros objectifs puis de ne pas réduire vos attentes par rapport à ça. Bon, petit doigt ici qui revient. Éviter des rencontres individuelles avec quelqu'un, ça dit quelque chose? Oh. Oui, peut-être. Je me rappelle encore expérience personnelle. Tout début, quand j'ai dû commencer à faire des rencontres individuelles avec les gens, il y avait entre moi et quelqu'un d'autre un courant qui ne passait pas. Hein? Ça arrive des fois que ça passe moins avec une personne. Puis, au lieu d'essayer de me trouver des points communs avec cette personne-là, de regarder comment est-ce qu'on peut vraiment créer un dialogue ensemble, comment est-ce qu'on peut créer une relation. Des fois, j'étais comme, je suis occupée cet après-midi, je vais remettre notre rencontre à demain, c'est correct? Puis des fois, les rencontres, ils ne restaient pas trop longtemps parce que je ne savais pas comment aborder cette situation-là, je ne savais pas comment parler à cette personne-là. Fait que, ça, c'était aussi un bel apprentissage que j'ai fait ici. Maintenant, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé aussi de situation de leadership. Donc, malgré toutes ces bêtes questions-là qu'on peut se poser, il nous manque quelque chose. Hein? Parce que si on veut changer notre mindset, si on veut aller développer une compétence, il faut commencer quelque part, puis il faut faire du travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, s'éduquer sur la notion de mindset. Aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est très high level. Puis ce qui est cool, en fait, avec la notion de mindset, c'est qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Donc, si jamais les études de neurosciences vous intéressent, si jamais vous voulez voir comment le cerveau réagit à différentes études, à différents stimuli,
vous pouvez aller chercher ça dans la notion de mindset. Donc, allez creuser plus loin, allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Acceptez votre fixe mindset. Je l'ai dit tantôt. On ne peut pas être dans l'un ou l'autre des mindsets. C'est impossible. On est toujours les deux. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment réagir, comment parler, comment entamer ce dialogue avec cette voix-là pour s'en faire un allié. Ensuite, prenez conscience des éléments qui déclenchent votre fixe mindset. Fait que dans quelle situation est-ce que vous voyez que votre fixe mindset va arriver? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que vous avez des réactions aussi qui sont parfois similaires? C'est quoi? Est-ce que vous avez tendance à dire « Oh non, ça sera pas moi je me retire du projet, je ne veux pas faire ça. » Est-ce que des fois, vous pourriez abandonner en cours de route aussi? Comment est-ce que ça se traduit, ces comportements-là de fixed mindset? Ensuite, donnez un persona à votre fixed mindset. Donc, si vous voulez entamer un dialogue, bien, ce serait peut-être bien de le concrétiser, ce fixed mindset-là, parce que si c'est abstrait, des fois, c'est difficile à saisir, c'est difficile de lui répondre. Donc, comment s'appelle votre fixed mindset? C'est quoi sa personnalité? Qu'est-ce qu'il aime moins? Comme ça, quand cette petite voix-là va arriver dans votre tête, bien, vous allez être capable d'y parler. Vous allez être capable, justement, d'entamer le fameux dialogue. Écrivez une lettre. Puis quand j'ai écrire une lettre, on pense bold. Je reprends mon exemple de piano. Donc, j'écris une lettre à moi-même 20 ans plus tard. Je dis « Hey, j'ai commencé le piano en 20 ans où je suis rendue. » Considérant que j'ai mis beaucoup d'efforts, j'ai pratiqué, j'ai pris des cours, où est-ce que j'en suis rendue? Et là, j'écris ma lettre. Et je me dis, tu sais, au début, ça n'a pas été facile. Je veux dire, tu pars de rien, tu ne sais pas lire la musique. Je veux dire, c'est quoi une gamme, c'est quoi une note? Aucune idée. J'ai aucune idée de tout ça. Mais en écrivant la lettre, on va déjà mettre par écrit des choses qu'on peut se dire qui vont pouvoir nous freiner dans notre apprentissage. Fait que ça va nous permettre d'avoir déjà une longueur d'avance sur notre fixed mindset et que quand ces réactions-là vont arriver, bien, on pourra déjà lui répondre, on pourra déjà avoir certaines réponses à des réticences qui pourraient nous amener. Ensuite, commencez. Hein? Donc, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de vouloir faire quelque chose, mais ça nous prend un plan, ça nous prend des actions. Donc, c'est quoi la première chose que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place? Gardez le plan. N'oubliez pas de l'adapter aussi en cours de route. OK. Là, je savais qu'il fallait que cette petite voix-là revienne, hein? Est-ce que les gens vont vraiment accrocher sur ça? Ça semble un peu niaiseux. Ça, c'est en fait une stratégie qui a été donnée dans le livre, justement. Puis à un moment donné, je me suis demandé, je la mets-tu, je la mets pas? Parce que donner un persona à son fixe mindset puis se parler à soi-même, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va pouvoir accrocher là-dessus. Bien, finalement, j'ai décidé de le mettre. Pourquoi? Parce que si ça peut être utile à une personne, ben tant mieux. Puis si ça ne parle pas à d'autres personnes, ben tant pis. Ça sera aussi simple que ça. Et si jamais il y a des gens qui ont des bouts que ça parle, ils prendront ces bouts-là, puis les autres, ils les laisseront de côté et ils adapteront les stratégies en fonction de leurs besoins et en fonction de ce qui leur convient. Donc, juste avant de conclure, je voulais donner des exemples un peu comment est-ce qu'on pourrait recadrer certaines phrases de fixed mindset qu'on pourrait avoir. Parce que là, vous pouvez me dire, « Mais Eliane, c'est facile, les bulles que tu as mis dans ta présentation, tu as réfléchi d'avance, c'est des exemples qui datent de v'là 5 ans, fait que c'est facile d'entamer un dialogue comme ça à reculons. » Fait que là, exemple ici, que j'ai mis. Tu as étudié 5 ans dans un domaine où tu as seulement travaillé 2 ans, mais quel échec! Qu'est-ce qu'on pourrait se dire à la place dans un growth mindset, au lieu de voir ça comme un échec ici? Je ne savais pas que cette opportunité d'emploi existait, pourquoi ne pas l'explorer et après faire un choix? Hein? Moi qui étais devant ce nouveau choix-là de faire un rôle de Scrum Master que je ne connaissais pas du tout. Comment est-ce que c'est possible pour moi de faire un choix éclairé?
quand je ne connais pas l'une des deux options. Donc, peut-être d'y aller plutôt de cet angle-là. Après, quoi, tu ne maîtrises pas parfaitement un sujet avant de le présenter au Agile Tour, mais comment oses-tu parler de sortir de sa zone de confort, le faire en même temps devant des dizaines de personnes? Ça vient vraiment bien démontrer un sujet que tu veux amener. Fait que non seulement tu l'expliques, mais tu le vis en même temps. Et la dernière que j'avais mis, est-ce que les gens vont vraiment accrocher là-dessus? Ça semble un peu niaiseux. Au lieu de se dire ça, on aurait pu dire, tiens, un outil à donner aux participants. C'est le fun de pouvoir partir d'une conférence avec des nouveaux outils en main. Pour conclure un peu ma présentation, je vous ai donné des stratégies, je vous ai donné des questions, mais il reste une question super importante à se poser, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Parce que peut-être que la réponse est oui, peut-être que la réponse est non. Et dans les deux cas, c'est des réponses qui sont légitimes. Je reviens à mon exemple de tantôt. Quand je suis revenue de congé de maternité, si vous m'aviez demandé « Est-ce que tu es prête à donner une conférence à l'Agile Tour? » Je ne suis pas prête du tout, je ne suis pas dans le bon environnement, là, je suis pas là. Mais maintenant, je le suis. Donc, essayez de regarder. Est-ce que c'est un moment optimal pour moi? Oui ou non? Puis si jamais, là, vous avez cette petite voix-là qui revient et qui vous dit « Ben non, t'es pas prêt. » Ben, t'es-tu pas prêt pour vrai? Fait que posez-lui une question à cette voix-là aussi. Est-ce que tu es en train de me protéger de quelque chose, d'une fausse croyance que j'ai? Ou est-ce que vraiment, en ce moment, ce n'est pas des conditions optimales? Puis quand vous allez vous dire « Est-ce que je suis prêt? » Au lieu de dire non, pensez à dire peut-être « Pas encore. Bientôt, je le serai. » Et finalement, s'il y a une chose que je voudrais qu'on retienne de cette conférence-là aujourd'hui, si je pouvais résumer une ligne, ça serait « Vous avez le contrôle de votre carrière, alors prenez-le. » Voilà. Merci. Là, je m'excuse d'avance, ce n'est pas la bonne slide de conclusion. C'est supposé être la slide avec le code QR. Donc, vous pouvez donner du feedback sur vFair, l'application, directement sur la conférence. Je m'excuse pour cette dernière diapo. Voilà. Donc, question, s'il y en a qui en ont. Sinon, si ça vous tente, peut-être de partager, peut-être avec le reste des participants, un changement de carrière, un move que vous avez fait, que vous pensez qui pourrait être cool à partager avec les autres. Puis on peut passer le micro puis vous écouter là-dessus. Donc, questions ou même témoignages sont bienvenus. Je suis sûre qu'il y en a qui ont changé de carrière quelques fois ici. Oui. Ouais. Ouais. Après, oh, ça marche-tu? Je pense que oui. Ouais, là, ça Ouais, marche. OK. Et après, je suis allée faire je suis allée faire un certificat de l'AMF en assurance de personnes. Je m'étais donné un an à savoir si le travail autonome était bon pour moi. Finalement, non. Puis maintenant, ça fait 4 ans que je travaille chez Intact, puis je pense que là, j'ai trouvé ma place. Mais le processus que j'ai fait du départ pour en arriver où je suis là m'a apporté les outils pour faire l'emploi que je fais maintenant, qui est business analyst. Il y a aucun... Ça a des liens parce que la technique de travail social a apporté quelque chose, une approche qu'on peut avoir avec les gens, mais je ne savais pas du tout où j'étais pour me rendre malgré le choix d'études que j'avais fait. OK. Puis, une petite question, si ça te tente de continuer à partager. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, de sauter d'un poste à l'autre? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avec aisance? Est-ce que tu as eu des obstacles? Puis si oui, comment tu es passé au travers? Sortir de sa zone de confort. Oui. À la base, je suis diagnostiquée anxieuse. OK. Donc, je m'oblige à sortir de juste parler là devant le monde. Vous savez pas comment en dedans
Mais sortir de sa zone de confort va toujours être désolé le terme, là, mais le coup de pied dans le cul qu'on peut se donner pour savoir si oui ou non on va être mieux ailleurs que de rester dans un endroit où on n'est pas bien juste parce qu'on est confortable dans nos pantoufles. Cool, merci. Merci du partage. Oui, je vais peut-être juste passer le micro, vu que c'est enregistré en ligne, d'être sûr qu'on entend en ligne aussi. Là. Moi, j'ai été développeur après mon bac en informatique, gradué en 86, testeur, spécialiste en implémentation, etc. Puis là, à un moment donné, j'ai fait une maîtrise en génie logiciel sur le tard. Je suis devenue conseillère senior en génie logiciel. Je suis devenue coach agile en 2006. Et puis en 2012, quand j'ai fini mon doctorat, j'ai accepté une job de prof à l'université en me disant, ouais, comme fin de carrière, former la relève à mieux s'intégrer au marché du travail puis donner des cours de processus de développement agile ou à maîtrise, ben, je trouvais que c'était correct, c'était le fun. Mais quand on devient prof, c'est parce que il faut aussi faire des tâches administratives, puis de la recherche, puis tout le kit. Ça m'a sorti de ma zone de confort bien comme il faut, là. Et puis, les autres profs, là, qui ont un parcours, tu sais, bac, maîtrise, doctorat, postdoc, prof, là, qui n'ont jamais mis pied une calice de minutes de leur vie dans l'industrie, là, ils te regardent, puis t'es « Oh, toi, t'es une bébite, là! » C'est comme t'as passé 27 ans en industrie. Hi! Oh, tu dois pas être une vraie chercheur, toi. Hey, j'en ai entendu toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Ah oui. Puis, ça nous sort de notre zone de confort, mais on respire par le nez. Puis on se dit, je fais ce que j'ai à faire. Puis là, ce que tu disais quand on était ticu, là, Ouais. ben j'ai eu le privilège d'avoir une mère qui me disait, Sylvie, ah ouais, t'es capable. Oui. Puis grâce à cette poussée-là que j'ai eue, tu sais, toute mon enfance, mon adolescence, d'avoir quelqu'un de confiance qui me disait, ah ouais, t'es capable, ben ça m'a emmené dans le growth mindset, je pense. Mais je suis contente, j'ai un mot à mettre là-dessus à ce temps. Oui. Oui. Merci de Mais nous merci. avoir donné ce vocabulaire. Oui. C'est du vocabulaire anglophone, mais du vocabulaire quand même. Est-ce qu'on aurait d'autres partages ou questions, même? Alors, voilà, je vais me lever pour ceux qui... Vous m'entendez? Le micro marche? Alors, j'ai fait un deck en sciences humaines, pas de maths. Que j'ai commencé à Rosemont, j'ai fini à Saint-Hyacinthe 3 ans plus tard. J'ai été animateur en maison de jeunes, j'ai été éducateur en garderie, j'ai été agent de projet pour Katimavik, ceux qui savent c'est quoi. 2 ans à Lac-Bouchette, puis à Sherbrooke. Puis après ça, j'ai découvert l'amour de ma vie. Je suis parti en Afrique avec elle. Je savais pas c'était quoi l'Afrique. On sort de sa zone de confort. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment ça il arrive à fonctionner? Mais il fonctionne, puis sur bien des aspects, bien mieux que nous autres. Fait que je suis devenu un amoureux de l'Afrique. Je suis resté là 5 ans à travailler sur des projets de développement, à travailler sur des projets humanitaires en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre. Puis le bout le plus tough, ça a été de revenir au Canada, honnêtement. Et j'ai trouvé une job de commis à l'hôpital Saint-Luc à l'époque. Puis j'ai dit, c'est pas vrai, je ne vais pas être commis toute ma vie. J'ai démissionné, j'ai été faire un bac. J'ai fini avec une maîtrise, un MBA. Puis j'avais des collègues qui étaient là, qui avaient un bac en communication, qui n'avaient pas fini. Je dis, ben vas-y, l'UQAM est à côté, vas-y, finis-le, améliore tes conditions. Ouais, ben tu sais, j'ai une fille qui est adolescente, j'ai une blonde qui est malade, puis je suis le premier à choisir mes vacances. Mindset statique. Mm-hmm. Voilà. Fait que j'ai fait ma maîtrise. Ça a été difficile de me trouver une job parce que j'ai un parcours assez éclectique. Je suis un vieux, jeune diplômé. Puis finalement, je suis rentré chez Desjardins. J'ai un collègue qui est là qui pourrait en témoigner. Première fois en TI, première fois en milieu bancaire.
J'avais des jobs étudiantes dans des ministères fédéraux. Il y avait un programme pour les étudiants à l'époque. J'étais un peu vieux parmi les autres. Et puis, première fois en TI, puis le gestionnaire, il dit, écoute, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a une maîtrise, j'ai besoin de quelqu'un qui a fait de la gestion de projet, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable d'arriver avec une autre façon de voir les choses. Les technos, là, tu vas l'acquérir. J'ai pris des bouchées doubles parce qu'il m'a dit, quand tu connais rien là-dedans, puis tu te mets dedans, puis tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Et l'agilité est arrivée. Hein? Le mindset agile, le Scrum, et là, ils mettaient tout dans le même panier, puis c'est comme un petit peu épeurant. Tu te dis, ouais, ben, c'est le même qu'on va marcher. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça va marcher d'une manière ou d'une autre. Puis là, il y avait des rôles. Là, c'est comme master, je dis, ben, ça ressemble pas mal à ce que j'ai pas mal tout fait. Accompagner les gens, les aider, améliorer. Et puis, depuis ce temps-là, ben, je suis Scrum Master. Donc, j'ai été chercher la formation, la certification. Je me tiens à jour. La Scale Agile, d'autres types de formations. Je viens à l'Agile Tour, je me ressource ici pendant 2 jours. L'année dernière, c'était fantastique. Cette année, ça l'est aussi. Est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je vais être encore Scrum Master? Je ne sais pas. On verra bien. Un peu comme ton parcours, un peu comme tu disais au début, en entrée de jeu. Oui, je vais être dans 5 ans, je ne sais pas. J'ai un parcours assez atypique, puis j'espère qu'il va le rester atypique. Alors, j'ai commencé un partenariat d'affaires avec une amie en Ouganda, l'élevage de poulets. Alors, un jour, je vais vous écrire de l'Ouganda. Je vais être farmer à élever des poulets. Pourquoi Cool. pas? Si je peux trouver un bonheur dans ce que je fais, là, je suis content, j'aime ce que je fais, mais je sais que je serai pas Scrum Master toute ma vie. Et je sais que je prendrai pas ma retraite au Canada. Merci beaucoup du partage.